J'ai tout donné à Marine, 12 ans de ma vie, 2 fils, une belle maison en banlieue, et chaque rêve qu'elle a un jour formulé à voix haute. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai pris des gardes en plus, et j'ai renoncé à mes propres désirs. Tout cela, pourvu qu'elle sourie. Pourvu qu'elle soit satisfaite. Pourvu qu'elle reste à mes côtés. Je croyais que si un homme fait assez d'efforts, s'il patiente avec indulgence, s'il aime de tout son cœur, cela finirait par suffire. Je pensais que l'amour ne se mesure pas en mots, mais en actes concrets. Qu'un jour, elle me regarderait et comprendrait la chance que j'ai d'être avec elle, et la chance qu'elle a, elle aussi, d'être avec moi. Ce fut ma première grande erreur. Croire que le dévouement silencieux finirait par être remarqué. Marine ne le remarquait pas, ou bien elle le voyait, mais trouvait cela tout à fait normal. Elle s'était habituée à ma présence protectrice, comme on s'habitue à l'eau chaude, à la lumière quand on appuie sur l'interrupteur, ou à la voiture garée devant l'immeuble. On n'y pense pas, tant que ça fonctionne. On ne commence à se mettre en colère, que lorsque quelque chose tombe en panne. Mais moi, je ne tombais pas en panne, je tenais bon. Et c'est précisément cette résilience, qu'elle percevait comme une faiblesse. Elle partait en vacances 2 fois par an. Moi, je restais à la maison avec les enfants. Elle achetait des vêtements de luxe, qui coûtaient bien plus cher que mon salaire hebdomadaire. Je gardais le silence, et je trouvais toujours un moyen de combler la différence à la fin du mois. Elle disait à ses amis qu'elle avait un mari fiable, mais sur le même ton qu'on utilise, pour parler d'un bon réfrigérateur. Fonctionnel, discret, indispensable au quotidien, mais sans aucun intérêt. Je ressentais tout cela au fond de moi, mais je me persuadais que c'était normal. Que la famille, ce n'est pas qu'une question de romantisme, c'est surtout un travail acharné. Que je construisais quelque chose de solide, et que les enfants voyaient un père qui n'abandonne pas, qui ne fuit jamais, qui ne cherche pas la solution de facilité. Je m'accrochais à cette conviction, comme un naufragé à sa bouée de sauvetage, sans comprendre que l'eau autour de moi avait changé de température depuis bien longtemps. Ce matin-là, un mardi ordinaire de début octobre, je suis rentré à la maison beaucoup plus tôt que prévu. Ma conférence avait été annulée à la dernière minute, car l'un de nos partenaires clés était tombé malade. Le programme a donc été reporté. Je n'avais pas prévenu Marine, car je voulais simplement lui faire une surprise. Je pensais peut-être aller chercher les enfants à l'école plus tôt, commander de bonnes pizzas, et passer la soirée tous ensemble. Ce sont des pensées typiques des hommes, qui ne savent pas encore, que leur vie s'est déjà divisée en un avant et un après. Je suis entré dans l'appartement, sans faire de bruit. Dans l'entrée, il y avait une très grande valise. Sa préférée, la Bordeaux, celle qu'elle ne prenait que pour les longs voyages. Sur le lit de notre chambre, étaient étalées des robes estivales, des maillots de bain, et des tenues de soirée. Ça sentait fort le parfum, ce parfum particulier, qu'elle ne mettait jamais pour moi. Je le savais. Je le savais depuis très longtemps, mais je refusais simplement de l'admettre à voix haute. Elle est sortie de la salle de bain, et elle m'a vu. Pendant une seconde, juste une petite fraction de seconde, quelque chose ressemblant à de la confusion a traversé son regard. Mais ensuite, cela a immédiatement disparu, remplacé par une expression froide, calme, et presque ennuyée. Elle est passée devant moi pour aller vers la coiffeuse, et elle a pris nos 2 passeports, le sien et le mien. Elle a rangé le sien au fond de son sac à main. Le mien, elle l'a approché du brûleur de la gazinière, et elle a allumé le briquet. Je regardais les flammes attaquer les bords, la couverture noircir et se recroqueviller lentement. Je regardais cette page, remplie de visas et de tampons, 12 ans de voyage, même rares, se transformer en de tristes cendres, sur le plateau en métal. Je n'ai pas bougé d'un centimètre, je n'ai pas crié, j'ai simplement regardé la scène. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire inédit, que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Ce n'était ni méchant, ni coupable, c'était juste indifférent. Le sourire d'une personne, qui a pris sa décision depuis très longtemps, et qui se contente d'exécuter froidement, le dernier point de sa liste. Alexandre m'emmène à Bali, a-t-elle dit calmement, avec le même ton que si elle annonçait la météo du jour. Toi, tu restes à la maison, et tu t'occupes des garçons. C'est exactement ce que font les pauvres maris dévoués. Elle m'a embrassé sur la joue. Négligemment, sans aucune tendresse, comme on embrasse un bout de bois. En passant à côté de moi, elle a pris sa grosse valise, et elle est partie.
Le bruit de ses talons sur le parquet, le claquement sec de la serrure, puis un silence de mort. Je suis resté planté dans la cuisine, fixant le petit tas de cendres sur la gazinière. Dans la pièce d'à côté, mes fils riaient aux éclats devant un dessin animé. Ils ne savaient absolument pas ce qui venait de se passer. Ils ne savaient pas que leur propre mère avait choisi un autre homme, au lieu de sa propre famille. Ils ne savaient pas non plus que leur père se tenait là, sentant quelque chose se déchirer en lui, silencieusement, sans un seul cri. Comme se déchire un morceau de papier, que l'on a longuement trempé dans l'eau, au lieu de le couper. J'ai éteint le gaz, j'ai ramassé les cendres dans une serviette en papier, je les ai jetées à la poubelle. Puis, je suis allé voir mes fils, je me suis assis à côté d'eux sur le canapé, je les ai serrés tous les deux très fort dans mes bras, et je n'ai pas dit un mot. Mais à l'intérieur de moi, à l'endroit précis où vivait autrefois l'espoir, autre chose a commencé à prendre vie. Ce n'était ni de la rage, ni du désespoir, mais quelque chose de bien plus dangereux. Une décision silencieuse, extrêmement patiente, et totalement glaciale. Le genre de chose que Marine n'avait jamais pris la peine de découvrir, chez l'homme qu'elle avait pourtant épousé. Elle ne me connaissait pas vraiment. Pas le vrai, moi, celui qui existait en dehors des murs de notre appartement, bien au-delà de mon simple rôle de mari fiable et de bon père de famille. Elle voyait seulement un homme, qui rentre à la maison toujours à la même heure, qui dîne en silence, qui vérifie consciencieusement les devoirs des enfants, et qui s'endort avant 10 heures du soir. Elle voyait de la prévisibilité, et elle la confondait bêtement, avec de l'étroitesse d'esprit. Elle voyait mon calme, et elle le confondait avec de la soumission totale. Elle voyait un homme, qui n'élevait jamais la voix, et elle en déduisait, qu'il n'avait tout simplement rien d'intéressant à dire. Mais si je me taisais, ce n'était pas par manque de mots, je me taisais, parce que je savais attendre mon heure. En 12 ans, j'avais discrètement bâti une carrière, dont elle n'avait pas la moindre idée, car elle ne m'avait jamais posé la moindre question à ce sujet. Je n'étais pas un simple responsable de la logistique, le petit titre réducteur qu'elle me donnait devant ses amies mondaines, quand elle voulait vite changer de sujet. J'étais le directeur des opérations, de la plus grande entreprise de chaîne du froid de la région. Une société puissante, qui gérait des contrats faramineux avec de grands réseaux pharmaceutiques internationaux, des géants de la grande distribution, et d'importantes institutions de l'État. J'avais sous mes ordres directs, plus de 100 personnes, 4 immenses entrepôts, et une infrastructure logistique complexe, évaluée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Des gens influents m'appelaient le dimanche matin, en s'excusant platement de me déranger. Les partenaires commerciaux prenaient l'avion pour venir me rencontrer, et non l'inverse. Marine n'est jamais venue à une seule soirée d'entreprise, elle n'a jamais demandé ce que je faisais réellement de mes intenses journées de travail. Il lui suffisait amplement de savoir que l'argent arrivait sur notre compte, toujours à l'heure prévue. Le lendemain matin de son départ fracassant, je me suis réveillé à 6 heures. J'ai préparé un bon petit déjeuner pour les enfants, je les ai conduits à l'école, puis je suis rentré à la maison. Je me suis assis à la grande table, avec une tasse de café noir et mon ordinateur portable. Je n'étais pas là pour pleurer, ni pour lui écrire des messages pathétiques ou haineux, mais pour réfléchir de manière stratégique. De manière systémique et très méthodique, exactement comme je le fais au travail, lorsque je dois résoudre une crise majeure dans la chaîne logistique. Les émotions attendront, il faut d'abord analyser les faits. J'ai immédiatement appelé mon avocat, maître Fabien Dubois, avec qui je travaillais depuis 7 ans sur des dossiers corporatifs très pointus, et j'ai exigé de le voir le jour même. Quand je lui ai exposé la situation maritale, il n'a pas été surpris le moins du monde. Il avait vu ce genre de scénario des centaines de fois dans sa carrière. Mais quand je lui ai dit que je voulais commencer non pas par une demande de divorce classique, mais par un audit financier complet de mon foyer, il a légèrement haussé un sourcil intrigué, et a hoché la tête avec un profond respect. C'est exactement la bonne méthode, m'a-t-il affirmé. Ce que l'audit minutieux a révélé quelques jours plus tard, ne fut pas une véritable découverte pour moi, mais plutôt la confirmation amère de ce que je pressentais depuis longtemps, sans oser l'affronter. Pendant près de 8 mois, Marine avait secrètement transféré de l'argent sur un compte personnel caché, dont j'ignorais l'existence. Par petites sommes discrètes, 3 000, 5 000, et parfois 7 000 euros. Jamais plus pour ne pas éveiller les soupçons, et jamais moins d'une fois par mois. De manière extrêmement prudente, et terriblement calculée. Le total s'élevait à un peu moins de 42 000 euros.
cet argent provenait directement de notre compte joint, un compte qui, je le rappelle, était exclusivement alimenté par les fruits de mon propre travail. Elle économisait pour s'acheter sa liberté dorée. Tout cela, avec mon propre argent. Je n'ai pas fait bloquer le compte immédiatement. Cela aurait été beaucoup trop évident, beaucoup trop rapide, et cela lui aurait laissé le temps de préparer une contre-attaque. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus élégant, et de bien plus redoutable. J'ai ouvert un nouveau compte personnel dans une autre banque concurrente, et j'y ai fait virer l'intégralité de mon salaire du mois suivant, bien avant qu'elle ne revienne de son voyage paradisiaque. Le compte joint est resté intact, mais il n'était vivant qu'en apparence. Elle pouvait le consulter autant qu'elle le voulait sur son application. Le vrai argent, désormais, coulait dans une autre direction. Ensuite, je me suis occupé du patrimoine immobilier. Notre bel appartement était bien au nom de nous deux sur les papiers, c'est vrai. Mais le prêt immobilier, soit la totalité des 144 mensualités étalées sur 11 ans, c'est moi qui l'avais payé. Moi seul. Uniquement depuis mon compte personnel. J'avais pris soin de conserver les relevés bancaires de chaque mois, depuis le tout premier jour d'acquisition. Mon avocat, spécialisé en droit immobilier, a examiné les documents avec attention, et a été très clair avec moi. Avec un dossier aussi bien ficelé, le tribunal reconnaîtrait très probablement ma priorité absolue sur le bien, surtout en tenant compte de la preuve formellement documentée de ces détournements de fonds illicites, depuis notre compte commun. Pendant que Marine bronzait sereinement, quelque part au-dessus de l'océan Indien, en publiant des dizaines de photos de cocktails et de couchers de soleil, j'ai modifié discrètement toutes nos polices d'assurance. J'ai mis à jour les noms des bénéficiaires sur mes documents d'entreprise, et j'ai sollicité un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines de ma société. Cette fameuse discussion que je repoussais depuis presque 6 mois, concernant ma promotion au poste de directeur principal, assortie d'un nouveau contrat et d'une belle augmentation de salaire qu'on m'avait proposée au printemps dernier, je l'ai enfin eue. Et j'ai officiellement accepté l'offre. Mon nouveau revenu net était le double de l'ancien. Marine ne savait absolument rien de l'ancienne proposition, et encore moins de la nouvelle. Chaque jour, elle postait des nouvelles vidéos, le sable fin de la plage, les verres d'alcool colorés, et la main possessive de cet homme posé sur sa taille. Chaque jour, je faisais un pas stratégique de plus, dans un silence de cathédrale. Ce n'était pas guidé par la haine. La haine détruit toujours celui qui la porte en lui. C'était guidé par la lucidité la plus totale. Parce que j'avais fini par comprendre qu'une personne capable de brûler votre passeport avec un grand sourire a cessé d'être votre allié depuis des années. Et que la meilleure chose que vous puissiez faire, pour vous-même et pour protéger vos enfants, c'est d'arrêter de défendre quelqu'un qui vous a déclaré la guerre, sans même avoir le courage de vous le dire en face. Au 18e jour de ce calme olympien, j'ai enfilé le beau costume sur mesure, que je réserve habituellement, pour les négociations commerciales les plus tendues. Je me suis coiffé avec soin, j'ai pris mon petit déjeuner sans me presser, j'ai déposé mes garçons à l'école. Puis, je suis rentré à la maison, j'ai posé le lourd dossier juridique sur la table de la cuisine, et j'ai attendu de pied ferme. Elle rentrait toujours de voyage vers l'heure du déjeuner. Elle est entrée dans l'appartement, exactement comme entre les gens arrogants, qui sont persuadés que le monde entier a cessé de tourner, pendant leur simple absence. Avec une légèreté insolente, avec un teint parfaitement hâlé, et un nouveau sac à main de créateur, qui coûtait le prix exact de ce que je gagnais péniblement, lors de nos premières années de vie commune. Marine a posé sa valise dans l'entrée, a jeté ses clés sur la petite console, avec ce même geste habituel répété des millions de fois, et elle s'est dirigée d'un pas assuré vers la cuisine. Elle s'attendait sûrement à y voir la scène classique, un mari fatigué et pathétique, de la vaisselle sale qui s'empile dans l'évier, et des enfants abandonnés devant la télévision. Au lieu de cela, elle m'a vu. En costume élégant, assis bien droit à une table parfaitement rangée, avec un imposant dossier devant moi. Pendant une seconde, elle est restée figée sur le pas de la porte. Puis, elle a esquissé ce même petit sourire condescendant, que je connaissais par cœur. Le sourire d'une personne manipulatrice, qui est convaincue d'avance, de maîtriser toute la situation. « Tu vas travailler, habillé comme ça à cette heure-ci » a-t-elle demandé, en s'avançant négligemment vers le réfrigérateur. « Non » ai-je répondu d'une voix posée. « Je t'attendais. » Quelque chose dans le timbre de ma voix l'a obligé à s'arrêter net. Ce n'était pas le volume, car je parlais très doucement.
Ce n'était pas la colère, car il n'y en avait plus aucune trace en moi. C'était simplement le ton, un ton neutre, implacable, glacial, d'un calme absolu et terrifiant. Le ton d'un homme qui a tout préparé dans l'ombre, et qui n'a plus rien à perdre. Elle s'est retournée lentement, a regardé le dossier, m'a regardé dans les yeux, puis a de nouveau fixé le dossier avec méfiance. Qu'est-ce que c'est que ça? Assieds-toi, ai-je dit fermement. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Elle s'est assise, pour la toute première fois depuis des années, sans émettre la moindre protestation. J'ai ouvert le dossier avec lenteur, et j'ai glissé le premier document officiel devant elle. Un relevé bancaire détaillé. 8 mois complets de virements frauduleux. Chaque ligne compromettante était minutieusement surlignée au marqueur jaune, la date exacte, le montant précis, le numéro du compte bénéficiaire. Son compte à elle, avec sa propre signature apposée sur le contrat d'ouverture. 42 000 €, illégalement prélevés sur notre compte commun, qui, je le répète, n'était alimenté que par mon seul travail acharné. Elle a fixé la feuille de papier pendant un long moment. Beaucoup trop longtemps, pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. C'est mon argent à moi, a-t-elle fini par lâcher sur la défensive. J'ai parfaitement droit à la moitié. Tu y as droit, en effet, ai-je confirmé calmement. À la moitié de ce qui se trouve légalement sur le compte commun. Mais certainement pas, à ce que tu as déjà retiré en cachette, dans mon dos. Cela porte un autre nom dans le code pénal. Mon avocate expliquera très précisément lequel, si nécessaire, devant un juge d'instruction. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, puis l'a refermée aussitôt. J'ai posé le document suivant sur la table. Les relevés complets du prêt immobilier. La totalité des 144 mensualités. Chacune, payée exclusivement depuis mon compte personnel. En 11 ans de crédit, je n'avais fait aucun retard, aucun oubli. En bas de la page, se trouvait la conclusion tapée à la machine, de l'avocat spécialisé en immobilier. 2 paragraphes d'un texte juridique extrêmement clair, expliquant que, lors du partage des biens devant la cour, ces preuves accablantes pèseront lourdement, dans la décision finale du tribunal en ma faveur. Marine a pris la feuille tremblante entre ses mains. J'ai vu son visage se décomposer sous mes yeux. Pas d'un seul coup, mais très progressivement. C'est exactement ainsi que le beau bronzage de vacances semble s'effacer lentement, quand on réalise soudainement, que le soleil ne brille plus du tout pour nous. Tu veux demander le divorce, a-t-elle murmuré, la gorge nouée. Ce n'était plus une question arrogante. C'était le constat d'une défaite. J'ai déjà déposé la demande officielle, ai-je répondu sans ciller. Il y a 3 jours de cela. Un silence de plomb s'est installé dans la cuisine. Très long. Très lourd. Et les enfants dans tout ça? Je les regardais avec une grande sérénité, sans une once de haine, car j'avais depuis bien longtemps transformé cette haine toxique en une arme juridique redoutable. Les enfants restent vivre ici. Dans leur propre école, dans leur quartier habituel, dans leur vie de tous les jours. Ils ne vont sûrement pas perdre leur maison, leurs amis d'enfance et leurs bonnes habitudes, simplement parce que leur mère a égoïstement estimé que des vacances à Bali étaient plus importantes que sa propre famille. J'ai un revenu très confortable et stable, un domicile fixe rassurant, et un dossier en béton armé, prouvant de manière irréfutable à la justice. Qui a réellement nourri, conduit à l'école, soigné la nuit, et élevé ses enfants, au cours des 12 dernières années. Mon avocat a déjà préparé toute la stratégie, pour obtenir la garde exclusive. Elle s'est levée péniblement, s'est approchée de la grande fenêtre du salon, et a longuement regardé la rue en contrebas. Elle regardait les arbres perdre leurs feuilles, les voitures des voisins garées, cette cour d'immeuble automnale tout à fait banale, à laquelle elle n'avait jamais vraiment prêté la moindre attention auparavant, trop occupée par ses rêves de grandeur. Tu as préparé tout ce plan diabolique, pendant que j'étais en voyage de l'autre côté du monde, a-t-elle demandé d'une voix très douce et brisée. Donc, au fond, tu n'attendais qu'un prétexte pour me détruire. J'ai doucement secoué la tête en la regardant. Non, Marine. J'attendais simplement que tu fasses un vrai choix par toi-même. Et tu l'as fait, en toute conscience. C'est toi qui as volontairement brûlé mon passeport. En me traitant avec mépris de pauvre Marie. C'est toi qui as définitivement fermé cette porte, de tes propres mains. Moi, j'en ai simplement pris bonne note, et j'ai agi en conséquence. Elle s'est retournée vers moi,
et j'ai vu dans ses yeux une chose terrible, que je n'y avais jamais lue de ma vie. Ce n'était ni de la colère sourde, ni du mépris hautain, ni l'ennui habituel. C'était de la peur. La peur viscérale, véritable, et silencieuse, d'une personne qui vient tout juste de réaliser qu'elle a gravement surestimé ses propres capacités, et dramatiquement sous-estimé celles de l'homme qu'elle méprisait. Je ne pensais vraiment pas que tu étais capable d'aller aussi loin, a-t-elle soufflé, dans un murmure à peine audible. Je le sais bien, lui ai-je répondu calmement. Et c'est exactement là que résidait ta plus grande erreur. J'ai refermé le dossier avec soin, je me suis levé de ma chaise, et j'ai boutonné la veste de mon costume. Le réfrigérateur est rempli de courses. Les garçons rentrent de l'école à 15 heures précises. Je viendrai récupérer le reste de mes affaires personnelles samedi matin. Mon avocat se chargera de te contacter en début de semaine prochaine. Je suis sorti de la cuisine d'un pas ferme, j'ai enfilé mon beau manteau, et j'ai pris ma mallette de travail. Arrivé devant la porte d'entrée, je me suis arrêté une courte seconde. Ce n'était absolument pas de l'hésitation, ni des regrets. Je voulais juste imprimer ce moment précis dans ma mémoire pour toujours, le silence pesant dans l'appartement, l'odeur persistante de son parfum de luxe mélangée à celle de mon café, le bruit de mes propres pas triomphant sur ce beau parquet, que j'avais moi-même choisi et payé, 11 ans plus tôt. Je suis sorti dans le couloir, et j'ai fermé la porte doucement, sans la claquer, sans faire le moindre drame inutile. Dehors, le soleil d'automne brillait de mille feux. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, et j'ai composé le numéro de mes fils, pour les prévenir avec joie que je viendrais les chercher à l'école moi-même. Mon aîné a décroché immédiatement, heureux comme d'habitude. « Allô papa, tu arrives bientôt ?»« Oui mon grand, ai-je dit en souriant. Je suis déjà en route. » Certains hommes s'effondrent lamentablement sous le poids insupportable de la trahison. Ils hurlent à la mort, profèrent des menaces en l'air, supplient à genoux, se vengent de façon sale et très bruyante, et finissent invariablement par tout perdre, y compris leur propre dignité. Moi, face à l'adversité, j'ai choisi une toute autre voie. J'ai choisi la puissance du silence, le bon usage du temps, et la précision chirurgicale. J'ai fait le choix assumé de devenir l'homme fort, qu'elle n'avait jamais pris la peine de regarder en face. Et c'est précisément cela, qui est devenu ma plus belle vengeance. Ce n'est pas la destruction pathétique de sa vie, mais bien la construction magistrale de la mienne. Ma vie, qui est 1000 fois meilleure sans elle, qu'à ses côtés. Elle pensait laisser derrière elle un homme faible et soumis. Elle s'était lourdement trompée. Les amis, dites-nous dans les commentaires, a-t-il pris la bonne décision en agissant ainsi, ou aurait-il dû procéder différemment? Votre avis est extrêmement important pour nous. Chaque commentaire aide grandement au développement de la chaîne. Si cette histoire bouleversante vous a touché en plein cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, découvrez de nouvelles histoires fascinantes, qui parlent de véritables forces de caractère, de justice silencieuse. Et de ces vies magnifiques que l'on reconstruit à partir de zéro, mais toujours avec une immense dignité. Cliquez sur la cloche de notification, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous ne le regretterez pas.